Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Focus, on va faire le point sur l'Apple ProRes RAW. Donc l'Apple ProRes RAW a été dévoilé quelques jours avant l'ouverture du salon NAB 2018. Ça a fait l'effet d'une petite bombe, c'était l'un des sujets principaux sur le salon. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi et quels sont les enjeux autour de ce codec, en quoi ce codec répond à certaines problématiques que l'on a aujourd'hui en tournage et en post-production. Et puis ensuite, je vous ferai une petite démonstration à la fin avec Final Cut Pro 10.4.1 qui permet en fait de gérer justement l'Apple ProRes RAW directement ici. Donc on va démarrer cette vidéo avec un petit historique et on va revenir un petit peu 11 ans en arrière avec le lancement du ProRes, car on va faire un petit parallèle justement entre 2007 et 2018 et voir l'évolution des besoins en tournage et en post-production. Et à l'époque, en 2007, le ProRes répondait à certaines problématiques que l'on avait en post-production. Donc lors du lancement, on avait quelques codecs. Maintenant, en 11 ans, on a récupéré, vous voyez, il y a 6 variations du ProRes, allant du proxy au 444HQ. Donc le proxy permet par exemple d'avoir plusieurs flux sur une petite station et pouvoir faire le montage sur un portable sans problème, que ce soit en HD ou même en 4K, alors que le ProRes 444HQ va servir en fait pour faire du finishing pour le cinéma, par exemple faire des exports pour des DCP ou autres, et par exemple les effets spéciaux aussi, car on a le canal alpha qui a été intégré. Donc, comme je vous l'ai dit, le ProRes à l'époque répondait à certaines problématiques que l'on rencontrait en post-production. À l'époque, on avait des codecs, il y avait beaucoup de fichiers vidéo compressés de certaines manières qui n'étaient pas du tout optimisés pour le montage, pour l'étalonnage. Donc, ici, je vais vous montrer un petit peu les points forts en fait du ProRes. Donc déjà, c'était un fichier 10 bits. Donc un codec 10 bits, donc on s'éloignait justement des fichiers qui avaient une profondeur de couleur en 8 bits. Ensuite, au niveau de l'échantillonnage, on était en 4.2.2 ou 4.4.4.4 plus tard, mais surtout on s'éloignait justement des compressions 4.2.0 dans les différents types de HDV ou autres qui ne permettaient pas de faire par exemple de l'étalonnage ou des incrustations ou des effets. Donc dès qu'on touchait un petit peu à l'image, au niveau de la colorimétrie, on avait des effets de pixelisation d'artefacts qui étaient assez voyants. Et donc un autre point qui concernait ici l'image en elle-même, c'est-à-dire que le HDV par exemple ou d'autres formats, d'autres codecs étaient basés sur des compressions qu'on appelait GOP, Group of Pictures, c'est-à-dire que les informations d'une image étaient réparties sur plusieurs images. Et ça posait problème lorsque l'on faisait du montage par exemple, parce que lorsque vous faisiez un cut, il fallait en fait que le logiciel et que l'ordinateur reconstruisent en fait une image en reprenant toutes les informations. Donc c'est-à-dire qu'on faisait un cut, il fallait recharger les 7 images. Donc c'était extrêmement lourd à gérer pour les logiciels et pour les ordinateurs de l'époque. Il fallait donc un système extrêmement puissant pour pouvoir lire en temps réel les différents flux compressés avec ce type de compression GOP. Donc du coup ça rejoint le quatrième point fort en fait de l'Apple ProRes, c'était les performances. Donc grâce au ProRes avec son plein format, cette résolution 10 bits et cet échantillonnage en 4.2.2 ou 4.4.4.4 plus tard, on avait un codec beaucoup plus noble, designé pour la post-production, alors que les autres codecs comme le HDV, le H264 sont plus destinés à la diffusion qu'à la post-production. Alors 11 ans après, quel est l'état des lieux? Quels sont les besoins qu'on a maintenant? Après, on a vu en 2007, quels sont maintenant les besoins en 2018? La première chose, en fait, la première évolution que l'on a, ce sont la taille des capteurs. Les capteurs ont beaucoup évolué. On a des capteurs beaucoup plus grands, beaucoup plus performants. Donc on va avoir justement maintenant des résolutions 4K, 6K et 8K. Donc ça pose aucun problème maintenant à gérer ce genre de format. Et donc derrière, on va avoir des capteurs qui vont récupérer beaucoup plus d'informations. Et on va voir maintenant qu'on a des flux de production donc HDR. Donc ce mot HDR, vous l'entendez parler depuis plusieurs mois maintenant, voire années. Et donc ça permet donc d'avoir des capteurs qui récupèrent beaucoup plus d'informations en luminance. Donc on va avoir des images qui vont atteindre des plus contrastés avec beaucoup plus d'informations dans les hautes et basses lumières. Et donc du coup, pour traiter ce genre d'informations, on va vouloir traiter les fichiers RAW un petit peu comme on faisait en photo il y a 11 ans. Sauf qu'au lieu de traiter une seule image, on doit traiter 25, 50 images par seconde ou voire plus et essayer de lire le tout en temps réel. Alors, qu'est-ce que le RAW? Le RAW, ça veut dire, donc, ça signifie brut, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les données brutes que le capteur va recevoir dans votre caméra afin de pouvoir les manipuler en post-production. Et donc, ces informations, on va récupérer les informations de luminance, de couleur, et on peut récupérer aussi en fonction des caméras des métadonnées liées à la caméra. Donc ça peut être le nom de la caméra, ça peut être différentes informations comme les ISO par exemple utilisées, les différents réglages qu'on peut avoir sur une caméra.
Donc toutes ces informations de capteurs, on va pouvoir les récupérer pour pouvoir les modifier en post-production. Alors très rapidement, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne un capteur de façon très simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est important pour comprendre la logique en fait de la gestion des fichiers RAW. Rempli en fait de petites cellules de l'intensité lumineuse. Donc on récupère du capteur une information noir et blanc, tout simplement. On n'a pas de couleur. Pour avoir la couleur, on intercale entre la lentille et le capteur des filtres de couleur rouge, vert, bleu. Et ces filtres, en fait, laissent passer, donc le filtre bleu, comme vous voyez sur le schéma ici, laisse passer uniquement le bleu, le vert uniquement le vert et le rouge uniquement le rouge. Sauf qu'on ne peut pas superposer ces différents filtres sur les mêmes, sur les cellules. Donc on va les intercaler pour avoir le maximum d'informations de couleurs. Et donc on va les intercaler selon différentes matrices. La plus connue, c'est la matrice de Bayer, ici. Donc c'est cette matrice ici. On voit qu'on a deux informations de vert pour une information de rouge et de bleu. Si vous prenez un petit carré, 4 valeurs ici, 2 par 2, vous allez voir en fait qu'on aura à chaque fois deux informations vert pour une information de bleu et de rouge. Et grâce à cette matrice, on va être capable en fait de reconstituer la colorimétrie de l'image, car on va pouvoir déduire, interpoler les valeurs de chacun des pixels grâce aux informations en fait, qui se trouvent autour de chacun de ces pixels ici, de ces photosites, de ces cellules. Et donc cette technique en fait, pour décoder cette matrice, ça s'appelle la débayerisation en français. En anglais, on va plus utiliser des mosaïques. Et donc c'est grâce à ce principe qu'on va pouvoir reconstituer l'image visible pour notre œil. Donc on part du capteur monochrome ici. On va appliquer donc le filtre de couleur ici avec le modèle de Bayer, ici la matrice de Bayer. Et puis ensuite, il va y avoir un algorithme, donc ça va être plusieurs formules mathématiques qui vont analyser, qui vont interpoler, faire des moyennes entre les différentes valeurs des différentes cellules au niveau du filtre ici, pour reconstituer une image RGB que l'on a l'habitude de voir. Et donc après, cette image, elle peut être utilisée directement telle qu'elle. Par exemple, quand vous faites une photo, vous avez votre image TIFF, ou sinon après, elle peut être aussi derrière, on peut utiliser un autre algorithme pour la compresser pour qu'elle prenne moins de place directement et on retrouve une image JPEG par exemple. Alors pour faire ce genre de traitement, il y a deux processus, deux scénarios possibles qu'on peut avoir. Soit on va faire cet effet de débayerisation, de démosaïque au sein de la caméra. Donc c'est-à-dire que vous avez les informations du capteur, on va faire l'interpolation et puis récupérer l'image, vous voyez, RGB. Donc en faisant ça, ensuite, on va être capable, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir appliquer par exemple un filtre de compression pour alléger en fait la taille de l'image et qu'elle prenne moins de place sur votre stockage de caméra ou de téléphone ou d'appareil photo. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude d'avoir ici. Et il y a un deuxième scénario, c'est qu'on va pouvoir récupérer donc l'information du capteur avec l'image, avec la matrice de Bayer ici, l'enregistrer telle quelle, donc c'est ça qu'on appelle en fait le fichier RAW, et ensuite dans l'application, on va pouvoir décoder en fait ces informations-là. Et la grosse différence par rapport au scénario précédent, c'est que ici, on ne perd pas les informations du capteur. C'est-à-dire que lorsque vous faites le process dans la caméra, votre fichier au bout, qui est JPEG ou même TIFF, il a plus ou moins d'informations, mais on n'a pas toutes les informations du capteur de luminance. On les a perdues. On ne pourra pas changer en fait cette interpolation, ce processus de décodage, alors que là, dans l'application, on pourra appliquer différents types de décodage et on pourra appliquer différents types de modifications de l'image. Par exemple, avec des luttes, on va pouvoir justement modifier des choses directement ici. Donc décoder dans l'application va nous permettre une plus grande souplesse et surtout d'avoir plus de contrôle en fait sur le décodage, car une fois que vous avez fait le décodage dans la caméra, vous ne pouvez plus le refaire. En fait, les informations sont brûlées, c'est-à-dire que vous n'avez plus accès à toutes les autres informations. Là, le fait de l'avoir dans l'application, vous pouvez décoder et ensuite faire le process pour récupérer votre image RGB dans l'application et peut-être avec plus de contrôle que ce que vous avez automatisé en fait dans la caméra. Alors travailler en RAW aujourd'hui, c'est possible. Alors j'ai mis c'est possible, mais parce qu'on va voir en fait les différents cas et les contraintes en fait que l'on a aujourd'hui en 2018 pour traiter du RAW. Donc on a des caméras par exemple comme des constructeurs comme Sony ou Arri en fait qui proposent d'avoir des boîtiers d'extension qui permettent d'enregistrer le signal de la caméra. Donc on récupère un signal en 12 bits, en 16 bits ici, et on va avoir en fait derrière un gros boîtier avec des disques durs très rapides et qui vont être capables en fait de supporter le débit de transfert des données en fichier RAW. Donc comme il n'y a pas de compression, là on récupère toutes les données brutes du capteur et c'est pour ça en fait que vous voyez des extensions assez conséquentes, que ce soit pour la caméra Sony et la caméra Arri. Donc on va récupérer des fichiers RAW et ces fichiers RAW ensuite on va pouvoir les décoder grâce à des applications
développés par Sony ou par Arri ou d'autres. Donc on a le RAW pour Sony et puis on a le Arri Raw Converter pour Arri qui va permettre comme ça de pouvoir décoder, appliquer différents algorithmes sur l'image pour avoir un résultat beaucoup plus souple que ce qu'on aurait eu si on avait enregistré directement dans la caméra. La problématique, vous voyez, c'est que ces boîtiers d'extension donc alourdissent le tournage. Ça coûte assez cher en fait d'avoir ces boîtiers. Et puis derrière, au niveau de la gestion des fichiers, il va falloir passer par des applications, vous voyez, dédiées pour pouvoir derrière reconvertir par exemple en ProRes 4444 par exemple ou dans d'autres codecs, par exemple DNX de chez Avid. On va pouvoir convertir ces fichiers pour pouvoir les utiliser derrière en post-production pour le montage par exemple ou pour l'étalonnage. Alors il y a un autre constructeur, Red, qui a une philosophie un petit peu différente, c'est-à-dire que lui, il a basé en fait sa caméra autour du codec, le Red Code. Donc c'est un codec qui permet une compression sans perte, donc ce qu'on appelle le lossless. Et donc c'est une compression en fait qui permet de récupérer beaucoup d'informations, de les compresser et ensuite de retrouver toutes ces informations une fois décompressées dessus. Donc ça permet d'avoir un stockage qui est beaucoup plus souple, beaucoup moins lourd et moins important au niveau des débits par rapport aux autres que l'on a vu, par exemple la caméra Sony ou la caméra Arri. Et donc ça permet d'avoir une souplesse sur le tournage beaucoup plus importante et surtout derrière de pouvoir transférer les fichiers plus simplement et les traiter aussi un petit peu plus simplement derrière en post-production. Alors pour cela, ils ont aussi une application dédiée qui s'appelle le Red Cine X. Donc c'est une application qui va permettre de décoder ce Red Code, donc de décompresser ce fichier pour pouvoir accéder à toutes les informations. Et là, on va pouvoir agir sur toutes les métadonnées de la caméra, on va pouvoir changer les ISO et autres. Durant les 10 dernières années, Red a beaucoup évolué au niveau du logiciel. Si au départ, il fallait absolument passer par Red Cine X et justement derrière exporter par exemple en ProRes pour pouvoir les utiliser dans les logiciels de montage et d'étalonnage. Aujourd'hui, on a accès directement dans les logiciels. Red a développé des API qui permettent en fait de retrouver toutes les informations. Par exemple, dans Resolve, on va pouvoir récupérer et décoder directement les fichiers Redcode. Ainsi, par exemple, dans Final Cut Pro 10, on va être capable en fait de pouvoir modifier toutes ces informations R3D, donc ces fichiers RAW, directement dans l'application sans passer par Red CineX. Alors si côté applicatif, il y a eu beaucoup d'efforts faits pour accéder directement aux données. La problématique du codec, en fait, c'est qu'il est extrêmement complexe à décoder et ça demande beaucoup de ressources. C'est pour ça que Red a sorti des cartes accélératrices qui vont permettre de décoder en temps réel les fichiers Redcode et qui vont nous permettre comme ça de pouvoir utiliser ces fichiers Redcode nativement dans un logiciel de montage, mais par exemple dans un logiciel d'étalonnage, ça va permettre d'avoir un flux en lecture en temps réel pendant l'étalonnage, pendant que l'on fait des modifications au niveau d'étalonnage. Ils sont même allés plus loin en ouvrant en fait le codec et le support pour l'accélération du décodage avec du GPU, c'est-à-dire que maintenant, on va utiliser le GPU pour la carte graphique, donc pour pouvoir décoder en temps réel les fichiers R3D. Troisième possibilité pour enregistrer des formats RAW aujourd'hui, c'est par exemple d'utiliser un format de séquence d'images, le Cinema DNG, que utilise par exemple Blackmagic avec la Pocket Cinema Camera, ce qui permet en fait d'enregistrer des fichiers RAW, mais non pas un seul fichier vidéo, mais une séquence d'images qui permet d'être beaucoup plus souple et d'utiliser des cartes SD, de simples cartes SD, donc beaucoup plus accessibles que de gros disques durs SSD ultra rapides. Donc l'intérêt d'utiliser les séquences d'images DNG, c'est cette souplesse lors du tournage avec des stockages qui ne sont pas prohibitifs. Par contre, l'inconvénient, ça va être en post-production. En post-production, en fait, ça va être un petit peu plus complexe à gérer. Lorsque vous avez des dizaines de plans avec plusieurs caméras et que vous devez, par exemple, regrouper les différents plans. Donc là, vous avez des séquences par dossier. Donc chacun des dossiers contient des centaines, voire des milliers d'images. Pour faire les sauvegardes, les backups et autres, c'est un petit peu plus complexe à gérer que 2-3 fichiers, par exemple, vidéo. Et ensuite, au niveau de la lecture temps réel, lorsque vous faites du multicaméra par exemple, c'est un petit peu plus complexe. Donc ce qui se passe, c'est souvent on va faire une étape intermédiaire, c'est qu'on va convertir les fichiers RAW Cinema DNG en fichiers par exemple ProRes ou DNX HD. Et puis ensuite, on va faire le montage et l'étalonnage sur ces fichiers ProRes ou DNX HD. Puis ensuite, on fera une conformation avec les fichiers sources, donc ces séquences d'images DNG, pour avoir la pleine résolution, pour avoir la meilleure qualité possible. Donc ça crée des étapes intermédiaires, une gestion un petit peu plus lourde
au niveau des fichiers, mais il est possible en fait d'utiliser des séquences d'images type DNG pour gérer des flux RAW. Alors vous avez vu avec ces 3 exemples, on peut faire du RAW aujourd'hui, mais il y a quelques inconvénients. Donc ces inconvénients, je les ai listés ici. Donc on a vu sur certaines caméras qu'on peut gérer des fichiers RAW avec des boîtiers d'extension assez conséquents, assez lourds et assez prohibitifs au niveau du prix, mais qui permettent justement d'avoir ce débit suffisant pour enregistrer le flux provenant de la caméra. Donc ça peut être des gros flux d'informations pour de la très bonne qualité. Ensuite, il y a d'autres caméras qui gardent cette qualité-là, mais qui compressent le fichier RAW. Et donc derrière, pour le lire en post-production, il va falloir des systèmes assez conséquents au niveau de la puissance de ressources GPU et CPU, donc des gros ordinateurs qui vont être capables de lire en temps réel et de décoder en temps réel les fichiers RAW. Donc ça, c'est aussi un coût. Et puis ensuite, il y a des formats de fichiers qui ne sont pas obligatoirement optimum pour certaines étapes de la post-production, par exemple le montage ou l'étalonnage. Donc par exemple, les séquences d'images, on va utiliser des étapes intermédiaires pour convertir en ProRes et ensuite refaire une conformation derrière pour récupérer l'ensemble des données des fichiers RAW. Et on a vu que pour la plupart des fichiers RAW, il va falloir des applications dédiées pour convertir les fichiers, pour pouvoir traiter, décoder les informations et ensuite les convertir dans un format que les logiciels de montage et d'étalonnage pourront utiliser. Donc avec l'Apple ProRes RAW, Apple veut répondre aux différentes problématiques que je vous ai énumérées précédemment avec un codec donc universel qui soit compatible avec toutes les applications possibles de montage, d'étalonnage et de traitement vidéo. Un codec flexible, léger et performant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ce codec facilement sur un tournage sans avoir des gros boîtiers, des gros stockages ultra rapides. Donc des stockages que l'on utilise quotidiennement pourront être utilisés avec l'Apple ProRes RAW. Et puis ce codec sera facile à être traité sur les différents systèmes ordinateurs et autres sans avoir des grosses cartes graphiques ultra puissantes ou des cartes dédiées pour la décompression et la lecture temps réel. Donc justement au niveau des performances, ça va être un codec qui va être idéal pour le multiflux temps réel, c'est-à-dire qu'on pourra faire du multicam en RAW nativement dans les applications. Et puis un codec optimisé pour les rendus et les exports, c'est-à-dire qu'il y ait des gains de performance justement en utilisant ce codec pour faire des rendus d'effets par exemple dessus ou des exports dans d'autres conversions de formats. Alors ici j'ai différents graphiques provenant du white paper d'Apple sur le ProRes RAW. Donc on va voir un petit peu les débits et les comparatifs en fait des débits. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on voit que le ProRes RAW HQ se situe entre le ProRes 422 HQ et le ProRes 444 et que le ProRes RAW de base ici est entre le ProRes 422 et le ProRes 422 HQ. Alors vous voyez des petites flèches parce que c'est variable en fonction du contenu des images, cela peut varier et puis ça varie aussi en fonction de la résolution de votre projet. Donc on voit ici les différentes valeurs vous voyez en 2K, en 4K, en 6K, en 8K. Donc on voit par exemple qu'en 4K à 60 images par seconde, pour le ProRes RAW, on va être entre 100 et 230 mégabits par seconde. Et on peut aller en ProRes RAW HQ jusqu'à 330, entre 200 et 330. Donc ce sont des valeurs en 4K, vous voyez, qui sont facilement utilisables sur n'importe quel stockage. Et on va pouvoir comme ça gérer plusieurs flux vidéo en même temps, en lecture, en temps réel. Alors justement, côté performance pour du multicaméra, ici donc on est sur un système iMac Pro 18 cœurs avec 128 Go de RAM et une carte Radeon 64, donc le top de ce qui existe sur Mac actuellement. Et voici les tests donc, qui ont été réalisés dans un projet multicaméra. Donc là, c'est le nombre d'angles multicaméra au sein de Final Cut Pro 10.4.1. Et donc en ProRes RAW HQ, on est capable d'avoir 7 angles de multicaméra lecture en temps réel, sachant que vous voyez le projet est en 4K DCI à 59,94 images par seconde. En ProRes RAW, on atteint 11 angles de lecture en temps réel. Et ce qui est intéressant de voir avec ce graphique, c'est la comparaison avec le ProRes 4444 et le ProRes 422 HQ. Donc on obtient en fait les mêmes valeurs, sauf que avec les deux premières, vous voyez, on travaille en RAW avec des fichiers RAW. Si on regarde au niveau du multiflux, donc on voit qu'au niveau du ProRes RAW HQ, on est capable de lire, donc toujours pour un projet en 4K DCI à 60 images par seconde, 3 flux vidéo en better quality, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'information au niveau du visualiseur, on lit pixel pour pixel. Si on passe en better performance, donc là on passe à 10 flux, donc 10 pistes vidéo lues en temps réel directement ici dans Final Cut Pro 10. Pour le ProRes RAW, on voit qu'on est en better quality avec la même performance, 3 flux en better quality et on obtient 15 flux, donc 15 pistes vidéo en temps réel si on active le better performance ici.
Un autre graphique qui met en concurrence avec d'autres fichiers RAW. Donc là, c'est toujours des projets en 4K, donc des flux en 4K, avec ProRes RAW, donc on en a 8 en Picture-in-Picture. ProRes RAW HQ, on a un de moins, donc à 7. Et puis on compare avec Canon et Redcode. Donc avec le fichier RAW de Canon, on a 3 flux de Picture-in-Picture en 4K. Et avec le Redcode RAW, avec une compression de 5:1, on a un seul flux qui est lisible sur l'iMac Pro. Du côté des exports, on a un autre graphique ici. Alors, il est intéressant à 2 points de vue, mais Apple ne parle jamais de taux de compression pour son ProRes RAW HQ. Mais en fait, si on compare par rapport au graphique, à chaque fois, il compare par exemple le ProRes RAW HQ au Redcode avec une compression de 3:1 et le ProRes RAW avec le Redcode une compression de 5:1. Donc on peut penser que le ProRes RAW a une compression de 5:1 et le ProRes RAW HQ a une compression de 3:1. Donc ça, au-delà en fait des performances d'export. Donc vous voyez en fait que utiliser le ProRes RAW et faire des exports en HEVC par exemple en 8 bits, par rapport au Redcode, on atteint c'est entre 2 et 6 au niveau des rapports, ici en fonction des codecs comparatifs. Donc c'est x2 par rapport au Canon, x6 par rapport au Redcode 3:1 et x4 par rapport au Redcode 5:1. Au niveau de la performance des exports en H264, donc on obtient un petit peu les mêmes ratios. Et vous voyez encore une fois, le ProRes RAW HQ est comparé au Redcode 3:1. Donc on peut penser que c'est un petit peu les ratios que l'on a au niveau de la compression, la différence entre le HQ et le RAW normal de l'Apple ProRes. Donc là, on a un graphique sur les exports et sur le rendu. Il faut savoir que Final Cut Pro 10 a été développé, son moteur a été développé autour de l'Apple ProRes. Donc ça va être vraiment le logiciel étalon pour ce qui est de l'optimisation de l'Apple ProRes RAW. Et donc on voit ici que par rapport au Redcode 3:1 par exemple, il est beaucoup plus rapide. Mais c'est aussi du fait que Final Cut Pro 10 n'est pas optimisé obligatoirement pour le Redcode. Le Redcode va dépendre des pilotes que l'on installe sur macOS. Pareil pour le Canon Cinema RAW. Donc on voit que la différence n'est pas si grande que ça. On est à 1,5 fois plus rapide. Alors que vous voyez qu'avec le Redcode, on est quand même entre 4 à 6 fois plus rapide au niveau des rendus. Alors, est-ce que l'Apple ProRes RAW sera comme son aîné, l'Apple ProRes il y a 11 ans, un futur standard des flux de production? Il faut savoir que quelques jours après l'annonce donc, de l'Apple ProRes RAW, Canon, Panasonic et Sony ont annoncé leur support au niveau de leurs différentes caméras. Donc chez Canon, la C300 et la C500 vont être compatibles avec l'Apple ProRes RAW. Chez Panasonic, l'EVA 1 et la Varicam LT vont supporter l'Apple ProRes RAW. Et chez Sony, la FS7, la FS5 et la FS700 vont aussi supporter l'Apple ProRes RAW. Comme vous pouvez le constater, pour le moment, ce sont les caméras plutôt haut de gamme chez ces trois constructeurs qui vont supporter l'Apple ProRes RAW. Il serait intéressant de voir si dans un futur proche, chez Canon avec le Canon 5D, avec Panasonic et son GH5 ou Sony avec son Alpha 7, est-ce qu'ils vont aussi avec ces boîtiers, on va dire un peu plus grand public, ouvrir le RAW à tout le monde avec le support de l'Apple ProRes RAW, car d'autres constructeurs comme par exemple Blackmagic avec leur nouvelle Pocket qui va arriver en septembre prochain, je suppose en fait que Blackmagic pourrait intégrer dès la sortie l'Apple ProRes sur cette caméra qui tourne autour des 1100 €. Autre constructeur supportant l'Apple ProRes RAW, c'est Atomos avec ses boîtiers d'enregistrement vidéo donc qui se connectent directement derrière la caméra. Le président en fait d'Atomos a bien précisé que au niveau de l'Apple ProRes RAW, il n'y avait pas de limitation. Donc si on envoyait un signal 12 ou 16 bits, ils ont fait des tests jusqu'aux 16 bits, on pouvait gérer ces fichiers directement avec l'Apple ProRes RAW. Donc grâce à ces boîtiers, on va pouvoir enregistrer en RAW, même si la caméra ne supporte pas nativement ce format-là. On va pouvoir comme ça enregistrer le signal sortant de la caméra, que ce soit en 12 bits ou en 16 bits, directement dans un format RAW pour pouvoir l'utiliser en post-production. D'autres constructeurs vont sûrement faire des annonces dans les semaines et mois à venir. On en saura plus, je pense, autour d'IBC, où là, il risque d'y avoir une vague de constructeurs annonçant le support de l'Apple ProRes RAW. En tous les cas, on va voir dans les quelques mois à venir, surtout après l'été, comment va évoluer ce format de fichier, aussi bien au niveau des constructeurs que des éditeurs de logiciels tels que Adobe, Blackmagic ou Avid par exemple. Alors pour voir en action un petit peu ces fichiers RAW et vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, on va utiliser Final Cut Pro 10.4.1 et je vais vous faire une petite démonstration très simple, hein, ça va être assez court. Donc on va voir comment gérer les fichiers Apple ProRes RAW. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On a quelques options supplémentaires disponibles. Donc pour cela, je vais lancer Final Cut Pro 10.
Juste avant, je voudrais préciser que j'ai pu récupérer des fichiers Apple ProRes RAW grâce au site finalcutpro.es, donc qui est le site sur Final Cut Pro 10 en Espagne, et qui a mis sur cette page, donc je mettrai le lien dans l'article sur yakakak.fr, où vous avez la possibilité de télécharger les différents fichiers. Donc ce sont les fichiers que moi j'ai téléchargés ici, donc qui proviennent en fait d'un boîtier Atomos. Derrière, alors, donc je peux lire ici le fichier donc pour vous montrer la configuration. Donc on a une EVA 1 directement ici. On sort le signal directement de la caméra de Panasonic vers le boîtier Atomos et c'est comme ça qu'on a pu récupérer les fichiers en Apple ProRes RAW directement ici. Donc nous voici dans Final Cut Pro 10 avec la version 10.4.1 qui supporte donc l'Apple ProRes RAW. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer les fichiers Apple ProRes RAW. Vous voyez ici, je vais pouvoir, donc il n'y a aucun paramètre différent, c'est vraiment comme des fichiers vidéo habituels. Voilà, je vais pouvoir demander donc à les jouer. Donc vous voyez ici, j'ai différents fichiers, voilà. Ça se lit directement, vous voyez, sur la machine. Et puis après, je vais pouvoir donc sélectionner ce fichier-là, par exemple, demander à voir ces informations, ces métadonnées. Je vais demander à voir la vue étendue des métadonnées, voilà, comme ceci, pour vérifier en fait que Final Cut Pro 10 a bien reconnu que ce fichier venait d'une Panasonic EVA 1. Donc là, on voit bien que toutes les métadonnées ont été reconnues dans ce fichier RAW. Et surtout que grâce à ces métadonnées, Final Cut Pro 10 va effectuer des conversions automatiquement pour m'afficher ce fichier dans les meilleures conditions. Donc là, on a par exemple, vous voyez, la lutte caméra. Donc ce sont les luttes, le nouveau menu qui est disponible depuis la version 10.4. Je vous invite à aller voir toutes mes vidéos sur la version 10.4 et surtout sur celle consacrée à l'étalonnage et à la gestion des luttes. Donc là, je pourrais mettre aucune lutte. Et là, donc, je récupère le fichier, vous voyez, log de mon fichier RAW. Et au-dessus, on a une nouvelle ligne. Alors cette ligne s'affiche uniquement si vous avez des fichiers Apple ProRes RAW. Sinon, vous n'allez pas avoir cette ligne d'information, cette métadonnée qui va s'afficher. Et surtout, vous allez voir en fait que, vous voyez, comme ici, il a reconnu donc que j'avais un fichier Apple ProRes RAW. Et il me fait la conversion vers le log automatiquement. Alors j'ai plusieurs choix. Soit je laisse actif cette conversion log et après j'applique par exemple une lutte. Donc soit la lutte par défaut qui m'a mise ici, soit ça peut être une lutte autre. Voilà, je peux avoir des luttes personnalisées. Et comme ceci. Ou bien donc je peux reprendre en fait aucune lutte. Voilà, directement là. Et puis je peux demander aussi à ce qu'il n'y ait pas de conversion de RAW vers log ici. Donc je peux mettre aucun. Alors vous voyez ici en fait que j'ai accès donc à 3 caméras. J'ai accès donc avec 3 constructeurs. Donc ce sont les constructeurs que je vous ai cités précédemment dans la présentation. Donc Canon, Panasonic et Sony. Et donc là, je pourrais dire, bah, je ne veux pas de conversion vers le log ici. Et là, je récupère en fait le fichier RAW directement sans conversion vers le log. Alors, on pourrait regarder ici avec les instruments vidéo la différence, vous voyez, quand je convertis vers le log. Donc, ça me permet de rentrer, vous voyez, le signal dans les normes, vous voyez, un peu hautes. Sinon, dès que je suis en RAW, je dépasse un petit peu les valeurs. Et on voit que ça clampe en fait ici. Vous voyez que ça stagne en fait, que c'est coupé au-dessus. Donc, ce que je pourrais faire aussi, c'est dire, bah, je vais mettre ma bibliothèque, mon projet en HDR, voilà, comme ceci. Donc j'ai un léger changement à ce niveau-là. J'ai plus d'informations maintenant qui s'affichent. Et puis, ce que je vais faire, on va créer un projet comme ceci. Et on va l'appeler ProRes RAW, HDR par exemple. Parce que cette timeline, on va demander à ce qu'elle soit en HDR, White Gamut, Rec 2020, imperceptual quantizer, voilà. Et je vais pouvoir prendre en fait le fichier, le glisser directement dans la timeline. Et comme ceci, Shift Z. Donc j'ai la possibilité de ne pas faire de conversion et de demander par exemple à faire l'étalonnage directement sur le fichier RAW. Voilà, sans passer par du log. Donc je pourrais par exemple demander à baisser, vous voyez, l'intensité lumineuse. Voilà, comme cela. Ici, je vais pouvoir sélectionner ici l'élément là, demander à baisser un peu l'intensité, demander à contraster un petit peu plus mon image par exemple. Peut-être relever un petit peu, oui, au niveau des bleus, ici au niveau du signal. Voilà, donc je peux jouer avec ces courbes. Alors je pourrais prendre le clip d'après. Alors le clip d'après, lui, si je regarde ici dans les paramètres, vous voyez, il y a la conversion d'appliquer. Donc c'est vraiment lié à chaque clip. Voilà. Et vous pouvez dire, à partir de là, pareil, je vais demander à faire de l'étalonnage. Et puis, au niveau des courbes de couleur, si j'ai envie de récupérer un petit peu l'information, vous voyez, sur le coussin et au-dessus de la tirelire,
Je vais pouvoir prendre par exemple les valeurs qui sont là, demander à baisser ici les valeurs et récupérer, vous voyez, l'information qui est ici. Puis après, je pourrais demander à réitérer le signal, par exemple. Mais là, globalement, vous voyez, il n'y a aucune différence avec les autres fichiers vidéo. On utilise les fichiers RAW exactement comme des fichiers ProRes habituels. Donc, il n'y a pas de différence. La seule différence, ça va être justement sur la gestion de la conversion pour ici afficher votre média. Donc, soit vous faites une conversion en log ici, et après vous appliquez par exemple une lutte pour le réafficher, vous voyez, directement comme cela. Ou appliquer par exemple une autre lutte si vous avez des luttes spécifiques à un projet. Vous allez pouvoir avoir ce réglage qui s'applique directement ici. Donc voilà pour la présentation sur l'Apple ProRes. J'espère que ça vous a montré un petit peu les bénéfices de l'utilisation de l'Apple ProRes Pro, un codec très léger qui permet d'être enregistré sur un tournage sur des disques normaux, sur des cartes SD, sur des disques SSD accessibles à tous. Et puis ensuite, en post-production, de voir que c'est un fichier comme les autres. On n'a pas besoin obligatoirement de machines ultra puissantes pour pouvoir décoder l'information RAW de ce fichier Apple ProRes. Donc on retrouve cette philosophie performance, légèreté du codec. Et puis je pense qu'on va retrouver ce codec dans pratiquement toutes les applications. Donc le temps que les éditeurs puissent intégrer l'Apple ProRes Pro sur leur logiciel. Et puis bien sûr, on l'a directement dans Final Cut Pro 10. Donc ça va montrer un petit peu la voie aux autres logiciels pour gérer ce type d'éléments. En tous les cas, je vous donne rendez-vous donc sur yakakak.fr. Je vais mettre les liens du white paper de l'Apple ProRes d'Apple si vous voulez télécharger et lire complètement le white paper sur lequel je me suis basé pour faire cette vidéo. Je vais mettre aussi le lien du site de finalcutpro.es pour télécharger les médias Apple ProRes pour que vous puissiez vous-même tester les médias avec votre système. En tous les cas, on se donne rendez-vous soit sur Twitter pour l'actualité et les news au quotidien que je relais sur le compte Twitter, ou bien sur notre page Facebook pour les grosses annonces sur les vidéos. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo et les autres vidéos. Voilà, plus on est nombreux et mieux c'est. En tous les cas, à très bientôt. Ciao ciao, bye bye.